Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce journal de l'Afrique. Je suis ravie de vous retrouver à la une de l'actualité du continent, le Soudan, où la mobilisation se poursuit. Les barricades ont été démantelées par les manifestants qui exigent désormais la reprise des négociations sur un transfert du pouvoir. Des manifestations, il y en a aussi en Algérie et pour le 13e vendredi consécutif contre la tenue de l'élection présidentielle du 4 juillet prochain et pour demander le départ du président par intérim, considéré comme une figure de l'ancien régime. Et puis, nous parlerons aussi du Cameroun. Dans ce journal, crise dans les régions anglophones, déplacées et questions sécuritaires dans le pays. On en parle avec vous, Paul Atanga. Vous êtes ministre de l'administration territoriale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a donc plus de barricades à Khartoum. Elles ont été levées dans le calme ce vendredi par les manifestants après des tensions en début de semaine. Un retrait pour relancer les pourparlers avec le Conseil militaire. Mais en attendant, vous allez le voir, la mobilisation, elle, reste forte à Khartoum. Simon Harding. Pacifique, mais déterminé. Des milliers de personnes manifestent devant le QG de l'armée soudanaise à Khartoum. La majorité d'entre eux frustrés après la suspension des négociations entre militaires et opposition. Jeudi matin, le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait annoncé une pause de 72 heures au moins pour tenter de ramener le calme à Khartoum. Le discours du général al-Burhan, le dirigeant du conseil de transition militaire soudanais, est très frustrant. Les révolutionnaires continuent d'être pacifiques, le monde voit que nous voulons la paix. Nous tenons le conseil militaire responsable pour les victimes humaines et les dégâts matériels pendant le mouvement. À la demande du général al-Burhan, certains manifestants ont tout de même retiré des barricades. Les dirigeants de l'opposition appellent également au calme. Nous devons du respect à l'armée parce qu'ils sont nos alliés dans cette période de changement. Ils étaient notre bouclier alors que certains essayaient de nous tuer. Les violences ont été organisées pour nous diviser, donc nous allons les respecter et eux nous respecteront. Plus tôt cette semaine, des affrontements violents avaient perturbé les négociations. L'armée et l'opposition s'écharpent toujours sur la composition des futures autorités de transition qui doivent diriger le pays durant 3 ans. Les manifestants ont juré de ne rien céder jusqu'au transfert du pouvoir, à terme, vers une autorité civile. La détermination des Algériens maintenant, Alger, Annaba, Oran ou encore Tlemcen, ils demandent toujours le départ du président par intérim Abdelkader Ben Salah, mais aussi l'annulation de l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Léo Péchard. Le parvis de la Grande Poste d'Alger, entièrement bouclé par les policiers, déployés en nombre. Un important dispositif qui n'a cependant pas découragé les manifestants à se réunir devant ce lieu symbolique des manifestations. Malgré le mois de jeûne du Ramadan, les Algériens sont toujours aussi déterminés à se faire entendre. Le peuple algérien manifeste aujourd'hui comme un seul homme dans le but de faire partir ce clan mafieux qui nous a gouvernés. Nous continuerons ce mouvement de protestation et à résister. Une manifestation soutenue par des maires de plusieurs villes du pays. Nous sommes là pour dire non aux élections du 4 juillet et à ce clan mafieux. Vous ne pouvez pas nous détourner de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le système. Cette manifestation se déroule au lendemain de la comparution de plusieurs anciens ministres. Parmi eux, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, 2 anciens chefs du gouvernement. Ils ont été entendus pour des affaires de corruption. Des comparutions qui n'ont visiblement pas atténué la contestation. Pendant ce temps, Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, est toujours en détention provisoire, inculpée de complot contre l'armée et l'État. Lancée ce vendredi, une pétition réclame sa libération immédiate. Parmi les signataires, des militants et des syndicalistes, mais aussi des personnalités françaises, comme l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le calme est revenu à Béoumi en Côte d'Ivoire après plusieurs jours d'affrontements intercommunautaires. Un bilan des autorités locales fait état d'au moins 9 morts et d'une centaine de blessés. Un couvre-feu a également été instauré pour la seconde nuit consécutive. On reste en Côte d'Ivoire où de plus en plus d'entreprises internationales délocalisent certains de leurs départements, comme les relations clients par exemple. Alors après le Maghreb, l'Afrique subsaharienne deviendrait-elle le nouvel Eldorado des centres d'appel? Notre correspondant Thaïs Brook s'est rendu dans l'un d'entre eux.
Ce soir, je vous souhaite une très bonne suite de journée. Portez-vous bien. Au revoir, madame. Au bout du fil, la cliente d'un grand opérateur téléphonique français. Elle ne se doute peut-être pas que son dossier est géré depuis Abidjan. Nous sommes sur le plateau de production de Intelsat Côte d'Ivoire. Ce plateau fait près de 3000 m². Nous avons aujourd'hui près de 300 collaborateurs qui représentent un volume d'appels de 10 000 appels par jour. L'entreprise marocaine s'est implantée dans la capitale ivoirienne il y a 1 an et demi. La destination Abidjan aujourd'hui est une destination prisée parce que nous avons un très bon bassin d'emploi. Le niveau des Français est excellent. Aujourd'hui, la population que nous recrutons, ce sont des personnes qui ont le bac plus 2, bac plus 3. Ils sont les premières expériences professionnelles. Leur moyenne d'âge, 26 ans. Tous les collaborateurs sont formés en interne au programme géographie et particularités linguistiques françaises, car 90% des appels qui atterrissent ici sont passés depuis la France. Pour Marseille, on leur dit que oui, il y a des clients qui vont vous appeler qui auront des accents qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc il ne faudra pas être surpris ou il ne faudra pas être choqué d'entendre d'autres accents différents que ceux dont on a l'habitude d'entendre. Mais le principal défi reste de faire accepter aux clients que les opérateurs sont capables de traiter leur dossier à 7000 km de distance. Cette chef d'équipe se souvient d'un cas particulièrement difficile. Lui, dès qu'il a quelqu'un au bout du fil, il demande carrément « je suis où ? Je suis où ?» C'est sa question et il veut que tu répondes à la question avant d'avancer. Et quand tu lui dis « Monsieur, vous êtes en Côte d'Ivoire », il raccroche. Mais le directeur nous rassure, ces cas sont exceptionnels. Ce métier décrié en France, séduit à l'étranger, l'entreprise recrute à tour de bras. Le nombre de collaborateurs pourrait doubler dans les mois à venir. D'autant que la tendance à l'externalisation des relations clients n'est pas près de s'inverser. Quelle issue au conflit anglophone qui secoue le Cameroun depuis maintenant 3 ans? Les combats entre séparatistes et l'armée sont quasi quotidiens. Mercredi dernier, encore 2 militaires ont été tués par les séparatistes. C'était à Bamenda. C'est l'une des 2 régions anglophones que compte le pays. Notre invité pour en parler, c'est vous, Paul Atanga. Vous êtes ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Alors pour nos téléspectateurs, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Monsieur Atanga, le Premier ministre, a été en tournée dans les régions anglophones ces derniers jours. Il y a porté le message du président Paul Biya. Tous les sujets pourront être débattus, ce sont ses mots, mais à l'exception de la question de la sécession. Le président camerounais se dit donc prêt au dialogue. Alors, monsieur Paul Atanga, est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça ? Oui, je vous remercie, mais je tiens à dire que le dialogue a commencé il y a 2 ans. Le président a prescrit le dialogue au gouvernement depuis 2 ans et ce n'est pas aujourd'hui que ce dialogue commence. Mais à l'époque, c'était seulement une crise sociale. Il n'y avait pas autant... le conflit n'avait pas pris cette ampleur. Il n'était pas meurtrier à l'époque. Bien sûr, parce qu'en fait, ceux qui prétendaient nous brandir des revendications corporatistes avaient un agenda caché qui devait déboucher sur autre chose. Voilà pourquoi, dès le départ, le président de la République a pris à bras le corps et il a prescrit des mesures salutaires qui nous ont permis, n'est-ce pas, à la fois de répondre aux revendications fondées des enseignants et des avocats, mais de prévenir le débordement. C'était ça l'essentiel. Donc, je peux dire aujourd'hui que c'est que le message du Premier ministre qui était à Bamenda et qui vient de séjourner à Buea rentre en droite ligne de ce que le chef de l'État a toujours dit. Nous pouvons discuter de tout. Vous avez des doléances. D'ailleurs, le président Paul Biya a dit depuis 1983 qu'on ne doit pas emprunter le chemin de la brousse, le maquis, pour exprimer ses opinions. Donc, le Cameroun, c'est un pays ouvert où les gens s'expriment librement. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens devaient emprunter, n'est-ce pas, un chemin tordu, c'est-à-dire les armes pour des revendications qui auraient pu être discutées à l'interne. Donc je crois que le Premier ministre dit ce que le chef de l'État a toujours dit. Nous dialoguons. Nous dialoguons. Alors, comment justement, Monsieur le ministre, comment dialoguer alors que les principaux leaders de cette région séparatiste sont aujourd'hui enfermés, ne peuvent pas participer à cet appel à dialoguer? Alors comment dialoguer sans les principaux concernés? Bon, les principaux concernés, bon, je dis d'abord que c'est des Camerounais égarés, c'est des hommes
imposteurs qui ont pris les armes contre la République. On dialogue avec des gens qui sont prêts pour un dialogue. On ne dialogue pas avec ceux qui ont le sang entre les mains. Il y a des exactions qui ont été commises. Il y a des enfants qui ont été tués. Il y a des écoles qui sont fermées. Il y a des forces de défense et de sécurité qui ont été brutalisées. Et à notre grande surprise, bon, la communauté internationale ne parle pas assez de ces exactions-là. Mais alors, on dit que malgré ces exactions, le gouvernement a toujours travaillé dans le cadre de l'apaisement. Voilà pourquoi il y a l'ancien Premier ministre qui avait déjà amorcé ce dialogue. Le nouveau Premier ministre, aussitôt nommé, a été instruit par le chef de l'État de descendre et de prêcher le paix, la réconciliation et le dialogue. En disant que nous sommes des Camerounais, débattons, ne combattons pas. C'est ça le message du chef de l'État. Alors donc, moi je pense que quand vous parlez il n'y a pas de leaders, mais ceux qui passent pour des leaders anglophones, est-ce qu'ils ont eu mandat? Qui leur a donné mandat de parler? En tout cas, ils ont pris la parole pour ceux qui avaient des revendications dans ces régions-là. On ne peut pas non plus dire qu'ils ne représentent pas les revendications des séparatistes dans ces régions. Ce dont nous considérons... C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont été jugés cette semaine. Ils ne sont pas présentés au procès, mais en tout cas c'est la raison pour laquelle ils sont aujourd'hui jugés. Alors le Cameroun est un état de droit. Ceux qui peuvent parler au nom du peuple, c'est les élus locaux, c'est les députés, c'est les maires, c'est les chefs traditionnels, c'est ceux qui dirigent les organisations syndicales et autres. Mais ceux qui n'ont pas de statut et qui du jour au lendemain, n'est-ce pas, sortent du lot en disant que nous revendiquons ceci. Moi, nous disons que c'est des imposteurs. Et puis ils ont été pris dans leur propre piège, ils ont commis des infractions, ils sont entre les mains de la justice. La justice va suivre son cours. Mais cependant, le président dit que nous allons dialoguer, on va discuter avec on va poursuivre ce dialogue. C'est un dialogue qui a commencé il y a 2 ans, je le rappelle, à chaque instant. Nous parlerons de tout, mais nous ne parlerons pas de la forme de l'État. Alors, puisqu'il faut parler de tout, monsieur le ministre, cette crise est aussi une crise humanitaire, il faut le dire. Pour la communauté internationale, il y a plus de 1800 morts, pas moins de 400 000 déplacés, hein, toujours selon les Nations Unies, et 35 000 réfugiés au Nigeria voisin. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Nations Unies aujourd'hui? Alors, ces chiffres, c'est des chiffres erronés. Je voulais vous dire directement, je veux corriger les chiffres. C'est-à-dire, j'ai lu le rapport de Human Rights Watch et International Crisis Group. Vous contestez ces chiffres qui ont été... Il y a 152 000 réfugiés internes au Cameroun. Et sur les 152 000, le gouvernement, à travers le plan d'assistance d'urgence mis en place par le chef de l'État, s'est occupé de près de 90 000 déplacés internes. Et aujourd'hui, je peux vous dire, à la faveur du camp qui revient progressivement, ces populations sont en train de rentrer dans leur localité. Donc je voudrais tout de suite dire que vraiment ces chiffres, c'est un chiffre erroné. Ceux qui avancent le chiffre savent pourquoi. Vous savez, la logique de l'humanitaire, parfois on gonfle les chiffres, on prend de l'argent et on fait autre chose avec cet argent. Je voudrais vous dire qu'on ne va pas faire le fonds de commerce sur le dos du gouvernement camerounais en disant qu'il y a une crise qui n'existe pas. C'est une crise qui est parfaitement maîtrisée par le gouvernement à travers les mécanismes mis en place. Donc, le plan d'urgence humanitaire et le comité national de désarmement et de réintégration. C'est des structures que dès lors que les gens déposent les armes, ils sont encadrés dans un centre de formation et à terme, ils peuvent retrouver le cours d'une vie normale. Le président leur a dit, déposer les armes, c'est-à-dire c'est une porte de sortie honorable pour ces enfants qui ont été induits en erreur par des rêveurs qui ont pensé que du jour au lendemain, on peut créer un État. Je ne sais pas quel est le pays du monde qui peut accepter ou cautionner la sécession. Nous sommes dans un monde globalisé. Alors, ce n'est pas le moment de parler de tout cela. Donc, je vous dis, d'abord, je tiens à corriger les chiffres. Il faudrait que j'étais à Genève hier, j'ai remis ce rapport au HCR en leur disant qu'au Cameroun, il y a 152 000 déplacés internes, il y a plus de 90 000 qui ont déjà... Et je suis obligée de vous interrompre, monsieur le ministre, vous avez pu passer en tout cas votre message, vous contestez en tout cas le nombre chiffres qui concernent les déplacés internes donc au Cameroun. Et j'ajoute que la démarche de Human Rights Watch est une démarche conspirationniste contre les intérêts du gouvernement camerounais. Ce sont en tout cas vos mots avoués, on vous les laisse, monsieur le ministre. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la suite de Paris Direct. Merci.